Important. Vous avez à peu près 220 milliards de recettes et vous avez un déficit cette année d'à peu près 140. Donc évidemment, il est plus important en pourcentage. Mais dites-le, ce pourcentage. Mais c'est pas une bonne manière de. Mais parce que c'est pas une bonne manière de calculer. Ah bon. C'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Mais parce que vous avez des systèmes de calcul qui sont, croyez-moi, quand même à peu près réfléchis, qui valent pour tous les pays du monde. Pour absolument tous les pays du monde. C'est vous calculez au fond votre déficit en fonction de votre richesse nationale, parce que votre richesse nationale, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise France. C'est le chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour que les gens comprennent bien, je vais mettre une hypothèse. Non, mais pour qu'on comprenne bien, c'est quelqu'un qui mesurerait son endettement par rapport à ses revenus ou par rapport à son capital, à son patrimoine. Vous dites il faut compter par rapport au patrimoine, à l'ensemble du capital, la richesse de la France, et pas seulement par rapport aux revenus de l'État. Mais bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'actifs qu'on ne mesure pas, mais c'est un débat. Bon, alors donc, finissons-en avec ce débat. Je crois que Sandra, vous vouliez intervenir. Je ne pensais pas venir au secours de Michel Flirt. Mais tout arrive. Mais François Closet, c'est un tel conservatoire d'idées reçues sur la dette publique que je brûle. Donc, non, vous êtes exactement victime de l'illusion qui consiste à penser que l'État doit gérer son budget exactement comme un bon père de famille. Et donc, il faudrait regarder par rapport à ce qui rentre, à ce qui sort. Il se trouve que l'État n'est pas un acteur économique comme vous, comme moi, comme un ménage. Donc, il est parfaitement légitime, comme le font tous les États, de regarder ça par rapport au PIB. Par ailleurs, quand vous dites, comme tout à l'heure, alors on commence en disant oh là là, chaque petit Français né avec 22 800 euros de dette publique sur la tête. On oublie évidemment de dire qu'il naît aussi. Il y a une malédiction ce soir, on vous a bien entendu, mais on préfère être sûr de vous donner un micro. On oublie aussi de dire qu'il naît avec un actif. Les actifs publics sont considérables, tels qu'ils sont comptabilisés de manière encore parcellaire par l'État. Ils dépassent la dette. Donc en réalité, c'est avec un actif que chaque Français, un actif composé de routes, d'infrastructures, d'une éducation, d'écoles, etc. Ça vous fait rire, mais c'est la réalité. Je ne sais pas où vos enfants ont fait leurs études, mais probablement dans une école construite par l'État qui fait partie de son actif. Donc ça, c'est une chose. Par ailleurs, on dit oh là là, il va falloir rembourser cette dette. Il se trouve que Ferdinand a raison et que effectivement, c'est comme ça que ça se passe. L'État n'est pas comme nous mortels. Les États sont des entités immortelles qui ne remboursent jamais leurs dettes. Elles payent les intérêts. Ils payent les intérêts, mais ne remboursent pas les dettes. Cela dit, elles peuvent quand même les diminuer un peu. Non, mais ce qui ne veut pas dire que la dette puisse augmenter de manière indéfinie et que ça ne soit pas un problème. Voilà ce que je voulais simplement préciser. Pas possible de laisser dire ça. Je voudrais simplement dire que quand je suis né, moi, eh bien, en France, il y avait des routes, il y avait tout ça, et j'avais pas ces dettes sur le dos. Donc, je ne vois pas pourquoi on est légitimé à faire des dettes, car le capital qu'on laisse à nos enfants a diminué, car à mesure que nous nous endettions, vous ne le savez peut-être pas, mais la part de l'investissement public diminuait au lieu d'augmenter. Vous ne savez sans doute pas aussi que tous les agents, absolument tous les agents se sont plus endettés. Voilà la vérité, il ne faut pas la masquer. La dette des ménages, la dette des entreprises a augmenté beaucoup plus que la dette des États. Deuxièmement, il est faux de dire que la dette des États n'est pas payée. Elle est toujours payée par l'inflation, elle est payée par la dévaluation. Elle finit toujours par être supportée par les citoyens. Donc par les impôts. Par les citoyens. Tout simplement, on paye en monnaie de singe en prenant l'épargne des Français. Ça s'est toujours passé comme ça. C'est ça la vie. Ne voyez pas la vie en noir. Et ça date depuis François Ier, c'est dire si c'est grave. La réalité n'est pas celle-là. Ne voyez pas la vie en noir comme ça. La dette, elle finance de l'investissement. D'ailleurs, c'est très intéressant. On est en train de lever 35 milliards d'euros, 35 milliards d'euros, dans ce qu'on appelle le grand emprunt. En fait, en réalité, on devrait appeler ça le grand investissement. C'est l'idée de dire, la France est en retard sur un certain nombre de sujets, il faut qu'on investisse plus, et à ce moment-là, il faut être capable de le faire. On est en train de le faire dans plein de domaines, avec évidemment un retour sur ce grand emprunt. L'idée de base, c'est que ce grand emprunt, il accélère ou il serve à accélérer la croissance à un moment donné. C'est une bonne idée. En même temps, il faut évidemment qu'on diminue les dépenses de fonctionnement. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va continuer à faire. Mais ce débat investissement-fonctionnement, quand une collectivité locale, quand un conseil régional construit un lycée, c'est de l'investissement comptablement. L'État, lui, il va payer le fonctionnement. Il va mettre les profs, il va mettre le salaire des profs, il va payer le fonctionnement de tout cela. Il faut bien les deux pour faire marcher la... Et en même temps, juste un mot, la France a une culture
que n'ont pas d'autres pays. Il faut qu'on en tienne compte. Probablement un peu aujourd'hui surexposée. Mais une culture du service public qui est très forte. Ce que dans d'autres pays on donne à faire, en France on fait par de l'argent public. C'est comme ça, les Français à la fois haïssent l'État et adorent l'État. Il y a les deux sujets. Donc on a besoin de services publics de qualité. Dans d'autres pays, en réalité, on va payer des services privés qui relèvent à la limite autant, finalement, en France, de l'État et qui ne relèvent pas de l'État dans d'autres pays. Donc on se paye ce service public. La vérité est que, en réalité, la France, avec 55% de dépenses publiques, c'est trop important. La France aura toujours plus de dépenses publiques que d'autres pays parce que c'est notre culture et que nous devons réduire à la fois dette et déficit public pour retrouver, au fond, plus de marge de manœuvre, bien évidemment, mais nous aurons toujours plus de dépenses publiques qu'un autre pays. Non, monsieur, parce que c'est notre le modèle ministre, social. Je vous rappelle que le rapport Pébro a établi de façon formelle, à moins que vous ne le démentiez, que l'endettement de la France, depuis 25 ans, n'avait servi qu'au fonctionnement et pas à l'investissement. Alors, ou bien vous démentez le rapport Pébro, ou bien vous le reconnaissez. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport Pébro. Et pas remettre en cause. Il y a trop de dettes, il y a trop de déficits. La question n'est pas là. La question est de savoir où passe le bon curseur et en combien de temps la France va pouvoir, comme d'autres pays, réduire sa dette et réduire son déficit public. Juste pour que tout le monde suive bien, et je donnerai tout de suite la parole à Bertrand Léménissier, mais d'abord, pour qu'on comprenne bien, on ne peut pas augmenter les impôts, si je vous ai bien suivi, parce que ça arrêterait la croissance, mais en même temps, donc on a besoin d'argent, donc on s'endette, et c'est comme ça depuis au moins de 1979. Regardez cet extrait du journal de TF1 à l'époque, ça nous disait exactement la même chose. Le déficit, l'impasse du budget, les Français peuvent s'étonner que ce trou, considéré comme le mal suprême de l'État dépensier et inflationniste, puisse servir de remède provisoire à condition de ne pas en abuser pour défendre la croissance. Que peut faire l'État, qui souffre lui aussi de ce revers? S'il diminue ses dépenses et accroît les impôts, pour boucler son budget, il aggrave la dépression. Il fait donc l'inverse, augmente des dépenses, notamment de soutien de la consommation et de l'emploi, mais sans alourdir les impôts. Et voilà le trou. Sur la balance, les dépenses augmentent plus vite que les recettes et laissent un déficit de plus de 30 milliards qui n'est pas payé par les taxes et impôts. L'emprunt, l'État émet des emprunts, comme les 6 milliards d'hier, ou place des bons du Trésor auprès des épargnants. Avantage, le budget réinjecte immédiatement dans l'économie de l'argent épargné, qui ne trouve pas à s'investir, remède antidépression. Inconvénient, l'État pompe de l'épargne nécessaire aux entreprises et surtout gonfle sa dette publique. Ainsi, la charge des intérêts à rembourser pèsera en 80 aussi lourd que le déficit à emprunter. Voilà, et là on parlait en francs et pas en euros, bien entendu. Bertrand Léménissier, oui, j'aimerais bien répondre à la question que vous avez soulevée et que François Closet a posée tout de suite. Ça fait quand même 30 ans ou 50 ans, en dehors des périodes de guerre, qu'on accumule un déficit et ça ne fait que croître, hein, c'est bien ce que j'ai compris. Or, il y a quand même une racine réelle à cet endettement que l'on voit aussi dans toutes les démocraties. Hein. Ce n'est pas spécifique à la France. Donc, une des sources, vraisemblablement, c'est le fonctionnement de notre démocratie politique. Et on comprend bien l'homme politique dans quel problème il est, parce qu'il doit dépenser de l'argent public pour, dans le fond, capter un électeur médian ou la classe moyenne. Il faut que ces gens-là bénéficient de ces dépenses publiques. Hein. On le voit bien avec l'éducation et la santé et autres. Et il doit faire supporter les coûts aux autres, sinon ils ne bénéficient pas. Donc les riches payent plus, les pauvres payent aussi en grande partie. Et c'est ce mécanisme-là qui est intéressant parce que l'obstacle principal à la réduction de la dette, c'est l'homme politique lui-même. Il est intéressant de voir que le maire de Chantilly, quand on regarde attentivement son budget, en 2009, il a quand même augmenté les dépenses. Il a augmenté aussi les recettes, enfin un impôt. Il s'excuse d'ailleurs, hein, si j'ai bien compris, que vous augmentiez un petit peu les impôts. Il faut dire que vous êtes maire de Chantilly également. Alors, je ne vous ai pas présenté comme tel. Mais... c'est qu'au niveau local, il continue à augmenter les dépenses et les impôts, et il nous propose au niveau national de réduire la dette. Or, c'est là que ça m'intéresse, parce que je n'ai pas vu beaucoup d'États. C'est pas tout à fait ça. Mais oui, non, mais vous voyez l'argument. Je vois l'argument. Je vois bien, je compte des pays qui ont essayé de réduire leur dette avec une réduction des dépenses. Hein. Et ça, c'est un obstacle que l'homme politique ne veut pas supporter. C'est intéressant de nous parler de 2013, parce que j'attends 2012, hein, je vous le rappelle. En 2012, il y a des élections. En 2013, normalement, on devrait avoir stabilisé. Hein, oui, mais en attendant, il y a 2012. Et avant de stabiliser quoi que ce soit, il va falloir gagner les élections. Donc, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi.
Parce que l'objectif de l'homme politique, c'est d'être réélu, hein, si j'ai bien compris quand même comment ça fonctionne. C'est pas le seul objectif. On aimerait, parce qu'au niveau local, c'est ce que vous faites. Hein. Non, vous avez tort, vous avez une vision un peu ironique.